18h à 19h en cette semaine de pré-rentrée. Les Vraies Voix, c'est aussi votre espace d'expression, ce que vous pouvez concrétiser en composant le 0826 300 300, n'est-ce pas Frédéric Brindel? Eh bien je compose et ça marche, me voici à l'antenne pour participer au débat avec Judith Belair. Ça tombe bien, comme vous les auditeurs, j'ai quelques idées sur la situation actuelle, incarnée Judith par nos deux grands débats. Oui, alors d'ailleurs, notre grand débat à 17h30, François Bayrou joue une partie décisive en annonçant qu'il engagerait la responsabilité de son gouvernement. Il a lancé le compte à rebours vers le 8 septembre, date à laquelle l'Assemblée nationale dira si elle lui accorde sa confiance ou pas d'ailleurs. La majorité présidentielle peut compter environ sur 210 voix soutenues par une partie de la droite, mais en face le RN, LFI, le PCF et les Verts ont déjà acté leur refus, totalisant presque quelques 264 voix. Le PS pourrait quant à lui choisir l'abstention. Il suffira cependant au gouvernement d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour survivre. Faites votre choix. Une dissolution de l'Assemblée nationale et un retour aux urnes pour élire 577 nouveaux députés. Une destitution du président de la République le 23 septembre à la demande de Jean-Luc Mélenchon. Les scénarios ne manquent pas. Tout dépendra donc du vote de confiance du 8 septembre. Aussi, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Vote de confiance. Le gouvernement Bayrou va-t-il sauter? Vous donnez votre point de vue sur le compte X de Sud Radio. Et puis au 0826 300 300, notre coup de projecteur de 18h40 lundi prochain, près de 12 millions d'élèves de métropole vont retrouver le chemin de l'école, du collège et du lycée. Une rentrée 2025 particulière qui marque l'entrée en vigueur de la réforme du collège. Nouveau programme dès le CM1 en français et en mathématiques, mise en place de groupes de niveau, lancement d'un enseignement dédié à la vie affective et sexuelle déjà très débattu. À cela s'ajoute la poursuite des tests sur l'uniforme et la généralisation de la pause numérique dans tous les collèges publics. Reste une question cruciale. Aura-t-on assez d'enseignants pour couvrir chaque classe? Et au bout du compte, la France qui végète dans le ventre mou du classement des pays inscrits au programme international pour le suivi des acquis des élèves. Nous ne sommes que 26e. 15% des élèves de 6e n'atteignent pas le niveau CE2 en lecture selon le ministère de l'Éducation nationale. Et pourtant, nos professeurs et nos cours sont parfois cités en exemple. Alors la question que nous vous posons, pour vous, l'éducation nationale est-elle 1. performante, 2. inégale, 3. médiocre et attention 4. nul? À vous de jouer. À vous de jouer sur X et sur au téléphone. Il y a Aude qui vous attend au standard 0826 300 300 et puis nos éditorialistes du jour. Les Vraies Voix Sud Radio. Et nous accueillons une habituée, Madi Saïdi, directrice de communication et d'influence. Il faut être influenceur en ce moment. Hein. Je ne sais pas si je vous vois comme influenceuse, Madi Saïdi, sur Instagram. Compliqué. En maillot. Peut-être en maillot, pour la bonne bouffe, peut-être. Ouais. Ah, ça c'est bien, ça, spécialiste. Ouais. Et puis nous sommes avec Eric Haddad. Eric Haddad, bonjour. Vous êtes PDG du groupe Connect Travail Temporaire. Welcome, bienvenue. Welcome, bonjour, merci de nous inviter. Et puis on file au 0826 300 300. Du coup, nous accueillons Gabin, qui nous appelle d'Albi. Bon, c'était le L, pas au bon endroit, hein, Gabin. Ça va, Gabin? Oui, ça va, merci de ouais, vous vous souvenez, moi je vous avais appelé Albin de Gabi. Hein, voilà, c'était aussi. Ça m'a marqué. Voilà, chacun son tour en fait. Bon, alors Gabin, vous le savez, vous êtes notre auditeur fil rouge du jour. Vous restez avec nous, vous allez jouer, vous allez pouvoir aussi donner votre opinion, ce que vous allez faire tout de suite d'ailleurs, puisque vous allez nous parler d'ailleurs d'un sujet qui va toucher Eric Haddad, qui va l'intéresser, la situation des entreprises du bâtiment, chauffage, avec des liquidations d'entreprises et puis évidemment le chômage partiel aussi. C'est bien ça, parce que c'est un secteur qui est particulièrement touché et j'entends pas tellement parler, ce qui a le don un peu de nous agacer dans notre secteur. Alors dites-nous un petit peu ce qui vous énerve. C'est simplement qu'aujourd'hui, il se passe pas une journée sans qu'il y ait une entreprise qui annonce soit un plan économique, on va dire, donc soit par des redressements judiciaires, soit des fois des liquidations, et des fois des très gros acteurs du secteur. Nous, de gros fournisseurs, parce qu'on est grossistes, donc on travaille qu'avec des professionnels, et honnêtement, tous les mois, on reçoit peut-être un retour des assurances crédit qui nous disent qu'il y a entre 15 et 20 entreprises qui se mettent soit en liquidation, soit en redressement, soit qui ferment.
pour d'autres sujets, ou qui perdent leurs accords crédits. Ça veut dire que tout simplement ils rentrent plus à ces chiffres, il y a plus de marché, et tous nos autres clients nous disent le marché il n'y est plus du tout, et tout le monde souffre énormément. C'est à cause des PGE, juste pour savoir aussi, ou pas du tout? Non. Comment, pardon? C'est à cause des prêts accordés par l'État pendant le Covid, les PGE, ou c'est un autre sujet? Non, c'est un autre sujet. C'est qu'en fait, ça a été observé depuis qu'il y a eu une instabilité politique. Il y a eu une pénurie sur du granulé quand la guerre en Ukraine a commencé, et en fait ensuite il y a eu une instabilité politique, et depuis, tout ce qui touche au bâtiment et à la biomasse ne fonctionne plus, parce que les gens ont peur d'investir de l'argent. Faire transformer des devis aujourd'hui, c'est une catastrophe pour nos clients. C'est très compliqué, et ça s'étend sur tout le domaine du bâtiment. Enfin, les spécialistes du bâtiment pourront vous le dire aussi. Dans le photovoltaïque, c'est pareil. Enfin, c'est très très compliqué. Bien sûr. Bon, alors, constat, Eric Haddad, ça c'est votre domaine, hein, l'intérim. Vous avez senti cette tendance? Déjà, on en parlait, il faut le dire aux auditeurs, avant de prendre l'antenne. Bien sûr. On a effectivement senti cette tendance, et je vous rejoins complètement. Sur un point, je considère aujourd'hui que la situation, c'est un cumul. En fait, c'est une addition des deux. C'est-à-dire que, oui, le PGE reste aussi un élément important, puisque depuis un certain temps, on s'aperçoit que les entreprises sont moins rentables. Donc, il faut rembourser quand même les prêts qui ont été contractés à l'époque du Covid. Et à partir du moment où vous n'avez pas de rentabilité, vous tirez sur votre trésorerie, et automatiquement, ça devient compliqué. Et c'est vrai que je vous rejoins que, effectivement, le marché du bâtiment ou de la construction dans sa généralité, aujourd'hui, est dans une situation catastrophique. Les grands promoteurs ne produisent plus, ne font plus de promotion, on ne construit plus de bâtiments. Donc effectivement, les entreprises dans le domaine du bâtiment ont de moins en moins de boulot. Ma prime rénov, ça a joué aussi là. Ça a joué aussi, puisqu'en fait les modifications encore qui ont été mises en place, on a réduit, on a stoppé jusqu'à fin septembre. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est un manque de demandes, de carnet de commandes et de business. Et nous, on le voit bien, puisque moi-même, en tant que PDG du groupe Connect Travail Temporaire, on fournit effectivement donc de l'intérim, de l'humain, et on s'aperçoit que nos clients aujourd'hui, au-delà du manque de demandes qu'ils ont, on a les mêmes problèmes en fait que vous avez, c'est-à-dire la garantie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on assiste à une augmentation des dépôts de bilan et des sociétés en redressement judiciaire, mais au-delà de ça, à des garanties qui baissent. Trop généralisé. Oui, complètement. C'est-à-dire que vous travaillez avec une entreprise, c'est exactement le même cas que vous fournissiez du matériel ou que vous fournissiez effectivement des intérimaires. Si vous avez une garantie, vous aviez 100 000 euros de garantie en face, vous y alliez. Du jour au lendemain, on vous dit maintenant c'est zéro, vous y allez plus. Et là, il y a un vrai problème. Madi, ça a dit, ce qu'on entend dans la bouche de notre auditeur et puis d'Éric, et puis en général en ce moment, c'est quand même que nos TPE, nos PME en particulier, souffrent énormément en ce moment, et que c'est assez inquiétant, parce que c'est quand même le maillage le plus important en termes d'emploi sur notre territoire. Absolument, et c'est dans tous les domaines. Là, on parlait du bâtiment, mais aujourd'hui, dans le bâtiment, quand on n'est pas un gros, on n'existe plus. D'ailleurs, il y a plein de chantiers, même je pense notamment à ceux portés par les banques. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtés. Moi, j'ai vu des chantiers, des gens ont payé, ils ont acheté des logements pendant 1 an et demi, 2 ans, ils n'ont toujours pas été livrés. Et là, ça recommence, parce qu'il va bien falloir les livrer, mais il n'y a plus. Et c'est terrible, parce que c'était quand même quelque chose qui permettait aussi sur le territoire de vivre. On recrutait, les petites entreprises arrivaient à recruter, elles participent vraiment à l'économie du territoire. Et malheureusement, c'est partout pareil, c'est dans tous les domaines. Vous allez dans le domaine de la santé, c'est ça. Vous allez même dans le domaine du bâtiment, vous avez les mêmes problèmes. Vous allez... c'est les petits qui trinquent, quoi. C'est les petits qui trinquent, absolument. Et puis, pendant la crise du Covid, beaucoup ont été aidés, mais malheureusement, ils n'ont pas été capables de rembourser les PGE. Prêt garanti par l'État. Ouais. Absolument. Bien, merci beaucoup pour ce sujet, mon cher Gabin. C'était un sujet très intéressant qui nous touche tous. Et qui fait froid dans le dos. Et qui fait un peu froid dans le dos. Vous restez avec nous, évidemment, Gabin, et puis vous aussi, chers auditrices, chers auditeurs. La parole est à vous. Vous êtes sur Sud Radio, vous le savez, parlons vrai. Dans un instant, c'est les 3 mots de l'actu de Majid Deimat. Et puis, ça sera aussi l'info vacances de notre cher Paul Vinel. À tout de suite. Big Grand. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h15 sur Sud Radio, c'est l'heure des 3 mots dans l'actu de Majid Deimat. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Majid. Bonjour déjà. Bonjour Judith, bienvenue. Bonjour Majid. Voilà. Et donc vos 3 mots du jour, kick, chômage et chien.
Et oui, Clara. Quel assemblage. Alors moi je vais prendre le chien parce que j'aime bien. Moi, je peux prendre le kick si vous voulez. Bon, moi je prends le chômage parce que je suis dans le métier et que je lutte tous les jours contre le chômage avec Monsieur Chômage. Allez, c'est parti. Voilà. Et oui, du coup, Clara Chapaz, ministre chargée du numérique, annonce attaquer en justice la plateforme Kik pour manquement suite à la mort de Jean Portmanov. À moins de 2 semaines du vote de confiance à l'Assemblée, François Bayrou, face à la CFDT, évoque notamment le chômage et ses causes. Il promet de se battre, je cite, comme un chien pour décrocher son soutien. C'est le cas de le dire. C'était donc ça. Et en parlant de chiens, justement, ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de nos chiens. Une occasion de la célébrer, mais de prendre soin d'eux toute l'année. Ah oui. Et surtout de ne pas les abandonner. Oui. Allez, le premier mot Kik, car une plainte est posée contre la plateforme en question. Et oui, la ministre déléguée au numérique, Clara Chapaz, a annoncé aujourd'hui des poursuites judiciaires contre la plateforme Kik. Kik est accusée de manquement après la mort de Raphaël Graven, 46 ans, connu sous le pseudo Jean Portmanov. On le rappelle, Jean Portmanov, alias JP, streamait depuis des mois sur Kik des vidéos où il subissait insultes, coups, avant d'être malheureusement retrouvé mort en plein live. Kik, cette plateforme australienne qui cherche à rivaliser avec Twitch en promettant moins de modération, comme nous l'explique Bérénice Gabriel, journaliste à Mediapart, chez nos confrères de TF1. C'est une plateforme australienne qui fait son business sur les jeux de casino en ligne. Les jeux de casino en ligne, c'est interdit en France. Donc de là, ils changent de fusil d'épaule, ils se renouvellent. Du coup, c'est un autre type de streamer. Sur Kik, on retrouve la plupart des streamers en fait, qui se sont fait bannir de Twitch. Et oui, Bérénice Gabriel, un journaliste à Mediapart chez nos confrères de TF1. Pour Clara Chapaz, Kik n'a pas fait tout ce qui était possible pour mettre fin à la diffusion de contenus dangereux. Elle reproche à l'entreprise d'avoir enfreint la loi sur la confiance numérique de 2004. Le parquet de Paris a de son côté ouvert une nouvelle enquête pour fourniture en bande organisée de plateformes en ligne illicites. Mali Saïdi, toute la dégueulasserie des réseaux sociaux est là. Toute la dégueulasserie est là. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui regardent et qui payent pour voir ça. Et alors, c'est très bien que Clara Chapaz prenne à bras-le-corps le dossier. Sauf que j'ai envie de dire que c'est un petit peu tard. Parce qu'il semblerait que pendant longtemps, des gens ont fait des signalements, notamment auprès de la ministre, mais aussi auprès de l'Arcom, rien. Et ce qui est dommage, c'est qu'il faut toujours attendre qu'il y ait un mort, qu'il y ait un drame, pour qu'enfin on se réveille, pour se dire il faut attaquer les gens. Ça c'est terrible, mais ça c'est le revers des réseaux sociaux. Les gens adorent ça. Plus c'est trash, plus c'est violent, plus c'est méchant et plus il y a des spectateurs. Alors le streamer en question, Raphaël Graven, donc Jean Portmanov, Eric Haddad, il avait été, on lui avait demandé, enfin interviewé ça se dit pas, on lui a posé des questions en fait justement sur ce qu'il faisait et lui il a dit que il voulait le faire parce que il gagnait de l'argent et que tout était prévu et que même si, enfin voilà, que ça, lui c'était comme ça qu'il voulait gagner sa vie en tout cas. Donc on peut se poser la question de finalement c'est aussi un choix. C'est un choix, bien sûr. C'est un choix. Je veux dire, à partir du moment où il a décidé de le faire, c'est son problème. Mais ce qui est terrible, comme disait Madi, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux tuent. Les réseaux sociaux tuent. Donc, si on n'est pas prêt... Les adolescents, notamment. Les adolescents, déjà, à la base. Mais être sur les réseaux sociaux, c'est pas anodin aujourd'hui. Il faut être capable de prendre le bon comme le mauvais. Et malheureusement, quand vous prenez des positions où, moi je le vois sur certains de mes réseaux sociaux, alors pas sur LinkedIn parce que je reste très professionnel, mais sur d'autres réseaux sociaux, sur certains thèmes que j'aborde, et on en parlera aussi tout à l'heure, je reçois aujourd'hui pas des menaces, mais des insultes. C'est dramatique, quoi. Je passe mon temps à bloquer, en fait, parce que vous avez ce qu'on appelle les haters, donc il faut être capable de l'accepter. Si vous n'êtes pas capable de l'accepter, ne restez pas sur les réseaux sociaux. Et surtout, faut pas être touché. Voilà, il ne faut pas être touché en fait, parce que c'est trop facile, parce qu'en fait la lâcheté humaine, elle est facile. Vous savez, derrière un ordinateur ou derrière en fait un téléphone, vous pouvez créer un petit compte bidon où vous avez 0 suivi, etc. Ou derrière un pseudo, et puis vous balancez toute la haine que vous pouvez avoir et vous balancez tout ce que vous voulez. C'est facile, mais c'est de la lâcheté pure, quoi. Donc voilà. Donc mais il faut être prêt. Par contre, il faut être prêt. Mais c'est un choix. Quand on a décidé d'y être et qu'on va en faire son métier, il faut aussi assumer. En tout cas, le Jean Portmanov en question,
il avait décidé de se faire tabasser, quoi, pour gagner sa vie. Voilà. Bah, c'est un choix comme un autre, mais effectivement, c'est quand même fou qu'on laisse faire ça. Votre deuxième mot, Majid, chômage, parce que Bayrou veut serrer la vis. Ça, c'est un petit thème pour vous, Eric Haddad. Oui, c'est très bon, ça. Totalement. 13 jours avant le vote de confiance, François Bayrou sort l'artillerie lourde. Il veut tailler dans le dur, chômage et niche fiscale en première ligne. Côté chômage, le Premier ministre met le point sur conditions d'indemnisation, revues pour les jeunes et les seniors, et fin des abus des ruptures conventionnelles. On l'écoute, c'était tout à l'heure à la CFDT, à l'Université syndicale d'été. Ces causes sont multiples et elles tiennent notamment aux conditions de travail que j'évoquerai dans un instant. Mais nous pouvons certainement rendre plus efficace le retour à l'emploi, par exemple avec une adaptation de la rupture conventionnelle, trop souvent détournée de sa justification. Sur ces sujets également, j'ai proposé aux partenaires sociaux d'ouvrir un dialogue et je me suis engagé à ce que ce dialogue respecte les principes que vous avez défendus dans l'accord interprofessionnel du 15 novembre. Et oui, son objectif, pousser au retour rapide à l'emploi et faire baisser la facture. Mais Bayrou le sait, on ne peut pas demander des efforts aux chômeurs sans en demander aussi aux plus riches. C'est là qu'entrent en jeu les niches fiscales. Jugées injustes et inutiles, elles seront supprimées, en particulier celles qui profitent aux ménages les plus aisés. Le but, 43,8 milliards d'euros d'économies dès 2026, puis encore davantage à partir de 2030. Eric Haddad, allez, sur le chômage, on y va. Vous le sentez ? Sur le chômage, oui, non, mais sur le chômage... On rappelle que vous vous occupez d'une grande entreprise de travail. Je suis PDG du groupe, donc Connect Travail Temporaire et Bref Service. Et effectivement, nous, on lutte tous les jours contre le chômage. D'ailleurs, vous le faites en vidéo sur vos réseaux contre un gros bonhomme rouge. Exactement. Donc, on a créé carrément un petit bonhomme, un gros bonhomme qui s'appelle Monsieur Chômage. Ouais. Et en fait, on lutte tous les jours contre Monsieur Chômage. Et en plus, je me suis fait... couleur Père Noël. Moi, je me suis fait en flagrant délit, en fait. Moi qui lutte contre Monsieur Chômage, bras dessous, avec Monsieur Chômage. Bon, bref, pour un peu de sérieux maintenant. Mais oui, aujourd'hui, le chômage, de toute façon, coûte cher à la France. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il y en a qui vont pas aimer un peu ce que je vais dire, mais il y a plusieurs typologies de chômeurs. Il y a le véritable chômeur qui est là le matin, dès le matin, qui répond aux annonces, qui se présente, qui a envie de travailler absolument, qui veut bosser et qui a envie de bosser. Et puis il y a celui qui profite aussi de la situation. Alors on a peur de le dire haut et fort, mais c'est une réalité aussi. Parlons vrai, Eric Haddad. Mais oui, parlons vrai. Et vous savez que moi, je parle vrai tous les jours. Donc il y en a malheureusement qui profitent de cette situation. Donc alors après, comment identifier, comment définir effectivement l'un par rapport à l'autre ? Bon, nous ce qu'on veut, en tout cas ce qu'on sait, c'est que ceux qui veulent travailler viennent chez nous ou vont je pense travail, etc. pour aller chercher du boulot. Et donc il a raison. Maintenant, il a parlé de rupture conventionnelle, etc. Je trouve que c'est une erreur fondamentale parce que la rupture conventionnelle aujourd'hui permet quand même de pouvoir discuter et voilà avec un de ses collaborateurs si effectivement la solution aujourd'hui on s'entend plus vraiment et qu'on a besoin de se séparer. La rupture conventionnelle, je pense que ça peut être un rebond intéressant. Et c'est un rebond intéressant. Mais au-delà de ça, je vais vous dire, il y a un autre débat qui est beaucoup plus profond par rapport au chômage, si vous me le permettez, c'est la formation. Et aujourd'hui, il faut en fait orienter la formation des chômeurs. Madi Saïdi, c'est vrai qu'il y a des abus, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté, qui voudraient s'en sortir. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver là-dedans en fait et qu'il y ait un système juste finalement ? Ouais, ça c'est une vraie question parce que finalement, depuis toujours, c'est tout le monde qui paye pour parfois une minorité de gens qui trichent. Et oui, évidemment, il y a des gens qui trichent, mais je crois qu'on doit aussi changer notre manière d'appréhender la question du travail. Pour changer notre manière d'appréhender la question du travail, d'abord, ne pas être chômeur, c'est pas une fatalité, ça arrive dans un parcours professionnel. Et je crois qu'il y a une vraie question aussi autour de l'accompagnement. Comment on accompagne des gens ? Parce que moi, je rencontre beaucoup de gens qui, évidemment, sont au chômage et qui sont accompagnés par Pôle emploi, l'ancien Pôle emploi, donc France Travail aujourd'hui. J'ai rarement rencontré des gens qui m'ont dit, j'ai trouvé un travail grâce à vous. C'est les nouveaux réseaux, il faut aller faire du networking, il faut aller évidemment dans les boîtes d'intérim. Même s'il y a des gens qui sont capables d'une grande écoute aussi. Oui, d'accord. Alors évidemment, l'écoute, elle est importante, mais les gens, ce qu'ils attendent, c'est qu'on les écoute, mais aussi qu'on les accompagne. Et la question de la formation, comme vous l'avez dit, est très importante. Aujourd'hui, il faut arrêter d'orienter les jeunes, mais les moins jeunes aussi, dans des formations qui, honnêtement, il n'y a pas de travail à la sortie. Il n'y a pas de boulot. Et aujourd'hui, il faut s'adapter au marché du travail.
pas. Aujourd'hui, il y a la technologie, il y a l'IA qui arrive, il y a tout plein de métiers aujourd'hui. Si on n'est pas capable de former des gens pour pouvoir mettre face à chaque nouveau métier, face à chaque évolution de l'innovation, une formation capable pour les gens, on aura toujours du chômage. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Allez, votre troisième mot, Majid, chien. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du chien. Et oui, je sais pas si vous possédez un chien. Vous, non, moi j'ai des chats. Miaou chez moi, c'est Miaou. Je salue Lenny, mon chien. On le salue, on le salue. Voilà, salut. Mais tout de même, soyons heureux pour eux. Aujourd'hui, oui, c'est un jour spécial pour célébrer nos compagnons, qu'ils soient chiens de maison, d'assistance ou même chiens de gendarmerie. Car oui, cette année, la gendarmerie française célèbre aussi 80 ans de son centre cynophile, avec 630 chiens et 475 équipes spécialisées dans la recherche de personnes disparues et de détection de stupéfiants. Mais attention, tous les chiens ne sont pas heureux. En France, 50 000 chiens sont abandonnés chaque année, chaque jour. 720 animaux se retrouvent sans foyer. Une pensée à eux durant cet été et l'occasion de rappeler l'importance d'adopter et surtout de bien adopter, avec des conseils de Aymeric Poirier, représentant de l'association Farmina chez nos confrères Union Première. Bien regarder l'espace de vie du chien, dans quelles conditions le chien va vivre, appartement, maison, avec une cour ou sans cour, etc. De bien se renseigner justement sur le type de chien, la race du chien et surtout son caractère. On n'a pas de mauvais chiens, on a seulement de mauvais maîtres. Et alors, la question que tout le monde se pose, vous êtes plus chien ou chat ? Miaou, on a dit. Moi chien. Allez, Paul Vinel, c'est votre info vacances là. Effectivement. Les vraies voix Sud Radio. Et donc aujourd'hui, direction le Nord-Pas-de-Calais et plus précisément la prison de Vendin-le-Vieil. Le nouveau quartier haute sécurité se remplit petit à petit, mais certains veulent déjà le quitter. Entre fin juillet et début août, 88 détenus majoritairement en détention provisoire ont rejoint la prison pour narcotrafiquants qui affiche aujourd'hui complet. Vendredi dernier, un détenu avait décrit ses nouvelles conditions de détention à Vendin lors d'une visioconférence. Je cite, « Je me retrouve d'une situation respectueuse avec l'administration pénitentiaire à l'isolement et à l'enfer. Je suis fouillé 2 fois par jour, c'est extrêmement difficile. Ce régime, j'ai extrêmement de mal à le vivre. » Hier encore, 2 détenus ont contesté devant le tribunal administratif de Lille leur placement dans le nouveau quartier de haute sécurité. 2 autres recours similaires ont été examinés ce matin à Lille. Selon l'entourage de Gérald Darmanin, une vingtaine de détenus ont déjà saisi la justice administrative pour contester leur transfert à Vendin. Je vous propose d'écouter la réponse du garde des Sceaux. C'était ce matin chez nos confrères de France Télévisions. C'est tout à fait leur droit, c'est évidemment pas inhumain. La prison de Vendin-le-Vieil d'ailleurs met chacun des détenus dans une cellule individuelle, ce qui n'était pas dans les prisons dans la plupart d'où ils venaient. Je constate que la justice administrative a donné raison au ministère de la Justice depuis le début, et je comprends que les Français, partout, demandent qu'on lutte contre le narcobanditisme. Voilà. Alors après, il y a des gens qui sont issus du narcobanditisme, de criminalité organisée, qui ont été condamnés comme tels, ou qui sont mis en examen dans des affaires qui demandent et qui font valoir leur droit. C'est leur droit d'une démocratie. Mais moi, mon principe, en tant que ministre, c'est de protéger les Français. L'association des avocats pénalistes a saisi le Conseil d'État pour obtenir l'annulation du décret autorisant ces quartiers. Le ministre de la Justice est par ailleurs visé pour une plainte pour abus d'autorité devant la Cour de justice de la République. Merci Paul, c'est vrai que c'est dur, la prison vaut mieux pas y aller. Ouais, tout simplement. Pas faire de bêtises, quoi. Voilà, c'est ça, pas faire de ce que je voulais dire. Exactement. Tout à fait. Allez, vous restez avec nous. C'est le Club Med de temps en temps. Oui. La compte de téléphone, la télé, justement, c'est ça qui change. On est en retard. Allez, dans un instant, le 8 septembre prochain, l'Assemblée nationale dira si elle accorde sa confiance à François Bayrou, RN, LCI, LFI, pas du tout LCI, pardon. C'est une bonne chaîne de télévision. Voilà, PCF et écologistes ont déjà annoncé qu'ils voteraient, donc totalisant 264 voix théoriques, tandis que le bloc central devra impérativement se resserrer pour l'emporter. Entre abstention possible et fractures internes, l'issue du scrutin, elle reste incertaine. Le risque, c'est le déni, martèle encore cet après-midi devant les membres de la CFDT, un François Bayrou convaincu de son projet. Il espère un moment de vérité et de clarification jusqu'au 8 septembre où l'Assemblée décidera de son avenir. Notre question sur le compte X, répondez-y tout de suite. Vote de confiance, le gouvernement Bayrou va-t-il sauter? Peut-être une idée du... C'est une vraie question. Et pour en parler, nous sommes avec Arthur Delaporte, qui est député PS du Calvados. Bonsoir Arthur, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors Arthur, selon vous, ce vote de confiance, est-ce que ça sera le premier vrai test ou déjà le dernier pour François
François Bayrou, tout simplement. C'est le dernier. Je crois que la seule personne aujourd'hui qui l'ignore, c'est François Bayrou lui-même. Et Emmanuel Macron aussi, a priori, il le soutient jusqu'en 2027, vous le savez. Oui, bien sûr. Mais depuis hier, c'est très clair que François Bayrou a des jours comptés à Matignon. Et donc, il devra démissionner la semaine prochaine. Eh bien, merci. On va continuer cet échange, Arthur Delaporte. Dans un instant, vous restez avec nous, chers auditrices, chers auditeurs de Sud Radio. Dans quelques minutes, c'est le grand débat, même très très peu de temps. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Attention, ça va débattre. Et avec nos deux vraies voix, je peux vous le dire, ça va déménager. Madi Saïdi, directrice de communication et d'influence et auteur, est avec nous. Eric Haddad, PDG du groupe Connect Travail Temporaire. Ce sont nos deux gladiateurs du soir. 17h33, c'est le grand débat du jour sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. François Bayrou joue gros. À peine annoncé, sa décision d'engager la responsabilité de son gouvernement a déclenché le compte à rebours. Le 8 septembre, l'Assemblée nationale devra dire si elle accorde sa confiance au Premier ministre. D'un côté, le socle de la majorité présidentielle, épaulé par une partie de la droite, soit environ 210 voix. De l'autre côté, les oppositions vent debout. Le RN, LFI, le PCF et les Verts, qui ont déjà annoncé leur refus, soit 264 voix contre la confiance. Le PS risque de s'abstenir, ce qui rend encore plus incertain l'équilibre final. Contrairement à une motion de censure, le vote de confiance ne nécessite pas 289 voix contre le gouvernement, mais bien une majorité absolue des suffrages exprimés. Ça sent un peu la dissolution, mais attendons, parce que cet après-midi, depuis Boissy-la-Rivière en Essonne, lors de l'université d'été de la CFDT, François Bayrou a repris la parole et a déclaré « Dans les 13 jours qui viennent, les Français vont choisir s'ils se placent du côté du chaos ou de la responsabilité. » Le Premier ministre y croit encore et espère convaincre les députés. Il se voit poursuivre son périple à Matignon. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio et puis intervenez aussi à l'antenne. Vote de confiance. Le gouvernement Bayrou va-t-il sauter? Vous dites pour l'instant oui à 94%. Continuez à voter, puis appelez-nous si vous avez envie de dire quelque chose et à réagir à ce que vous entendez au 0826 300 300. Pour en parler, nous sommes avec Arthur Delaporte, qui est député PS du Calvados. Rebonsoir Arthur. Rebonsoir. Alors Arthur, vous êtes bien remonté, on peut le dire, et vous avez commencé par nous dire, ma question c'était est-ce que c'est le premier vrai test ou le dernier test pour François Bayrou, ce vote de confiance? Vous nous avez dit que c'était bien l'ultime dernier test qu'il allait passer puisqu'il ne serait plus là dans une semaine, grosso modo quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien que les 6% de votre sondage m'expliquent ce qui leur fait dire que François Bayrou a des chances de survie. Voilà. Je vous avais inscrit dans les 94. Voilà, mais il restera peut-être à la fin 0,01%. Ça sera peut-être François Bayrou lui-même qui continuera. Non, il y a Emmanuel Macron qui le soutient, on l'a dit, Arthur Delaporte. Oui, mais bon, vous savez, un soutien d'un président de la République, c'est peut-être quelque chose de plus symbolique qu'autre chose. Il y a finalement une forme de compassion en disant oui, vas-y. Mais il sait très bien qu'il va au casse-pipe, Emmanuel Macron. Finalement, personne n'avait de suspense sur le fait que François Bayrou ne survivrait pas à son propre budget, tant il était lui-même borné. Je veux dire, il a présenté son budget le 15 juillet dernier en disant c'est à prendre ou à laisser, c'est ça qui va sauver la France et rien d'autre. Sauf qu'en fait, si vous aviez suivi un peu ce qui s'est passé cet été, moi j'ai été dans des cafés, les gens m'ont dit ah bah non mais attendez, c'est quoi ces histoires de jours fériés? C'est impossible. Censurez-moi. Mais il a dit qu'il voulait discuter quand même. Il ouvrait la discussion. Il ne faut pas non plus se braquer. J'ai l'impression que la classe politique se braque systématiquement si on n'est pas de son côté. Oui, enfin, sauf qu'il a quand même dit une chose. Il a dit oui, je veux bien discuter, ça peut être le 11 novembre ou le 15 août. Mais bon, quand même, rigolez pas, le 15 août, tout le monde est en vacances, donc ça n'arrivera pas. Donc vous voyez bien que c'était de la discussion sur les jours, mais rien sur l'ampleur de son plan d'économie. Et lui-même, et il l'a redit cet après-midi, est arc-bouté sur la nécessité des 44 milliards. Alors, rentrons un peu dans le concret, Arthur Delaporte. Qu'est-ce que vous reprochez objectivement et concrètement à son projet? Tout. Je veux dire, il n'y a rien qui va. Si vous écoutez un peu, quand il nous dit on va geler, par exemple, les prestations sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si vous êtes aujourd'hui au minima sociaux, vous perdez 300-400 euros par an si vous n'êtes pas revalorisé avec l'inflation. Quand il nous dit on va geler les pensions de retraite, ça veut dire qu'un retraité, ça va lui coûter 300 balles. Quand il nous dit, quand il nous dit on va faire rentrer des nouveaux retraités dans l'impôt, parce que c'est ça qu'il dit quand il dit on gèle le barème de l'impôt, c'est pareil, c'est 300 balles par an. Donc à la fin, les gens, ils finissent par raquer.
Raquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va aller chercher chez les travailleurs, chez les retraités les plus pauvres, c'est eux qui, en proportion, vont payer le plus cher. C'est pas normal, c'est même l'inverse de ce que devrait défendre un gouvernement. Moi, je défends un travail qui rémunère, je défends pas un travail gratuit. Bon, c'est un bon exemple, Arthur. Alors bon, Arthur Delaporte, on en discute bien sûr aussi avec nos vraies voix. On a la chance d'avoir Madi Saïdi, qui est une spécialiste de la communication. On va peut-être reprendre le problème au début. Quand il est arrivé à sa conférence de presse hier, on a l'impression qu'il sortait de 3 enterrements à la suite. Oui. Ah oui, il était déprimant. Comment, c'est ça le problème. Et comment on peut essayer de convaincre déjà dans cet esprit? Est-ce que il y a chez lui une réalité d'être alarmant, ou il en fait trop, ou enfin on a envie de se suicider, quoi? Après, il faut dire que ça, c'est aussi une marque très Bayrou. Bayrou, quand il arrive, soit hyper désordonné, soit on ne sait pas où il va. Mais c'est vrai qu'hier, il y avait quand même sur son visage quelque chose de très fort, d'alarmant. Après, la Macronie nous a aussi habitués à être très alarmants, faire peur aux Français et de leur dire, en gros, c'est maintenant ou jamais. En revanche, ce que je trouve pas très sympa, pas très cool chez Bayrou, c'est que depuis quelque temps, il a cette propension à prendre les Français à témoin, en leur disant, en gros, c'est maintenant, ici et maintenant, soit vous choisissez, soit ça va être le chaos. Sauf que les Français sont pas responsables de ce chaos. Quelque part, il faut aussi que les politiques se remettent en cause et qu'ils réfléchissent à pourquoi on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et les Français, honnêtement, sont pas vraiment responsables de cette situation. Éric Haddad, vous qui êtes chef d'entreprise, on sait dans une entreprise que quand on traverse une période de crise, en général, c'est là qu'on investit. Parce que c'est comme ça qu'on tient. On est d'accord, hein, on continue pas à s'endetter, on investit, on prend des risques. Exactement. Au-delà de ça, alors j'écoutais monsieur le député, effectivement, et j'abonde un petit peu dans le sens où c'est vrai qu'en fait, on en a marre de payer, aussi bien à titre personnel qu'au niveau des entreprises. Après, quelles sont les solutions aujourd'hui? Parce que vous avez un pays qui est aujourd'hui malade, qui a une grave maladie. Donc quel est aujourd'hui en fait le traitement que nous devons mettre en place pour un pays qui a atteint ce stade d'endettement catastrophique? Aujourd'hui, on s'endette sur les marchés encore plus cher en termes de taux d'intérêt que la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Ça devient quand même dramatique de nous mettre au niveau de ces pays-là, avec tout le respect qu'on a pour ces pays-là, bien sûr. Aujourd'hui, l'État est endetté et archi-endetté. Que doit-on faire? Que doit-on faire? Parce que c'est bien ça le problème. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Moi, j'aurais été... Alors, excusez-moi, Frédéric. Moi, je suis un utopique, parce que quand on est chef d'entreprise, il faut quand même être utopique. Sauf que nous, on a le pragmatisme et la réalité. Vous savez, quand une entreprise va mal, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, en fait, on a tellement la tête dans le guidon qu'on voit plus ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sollicite des auditeurs, des experts comptables, etc. et dire, voilà, écoute, fais-moi un audit de ma société, parce qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à m'en sortir. Je vais être obligé peut-être de déposer le bilan, de licencier ou quoi que ce soit. Et là, on vous fait un audit. À partir de ce moment-là, vous avez un audit, on vous dit, écoute, c'est simple, tu vas mettre en place une restriction budgétaire, tu vas arrêter de dépenser ci, dépenser ça, dépenser là, tu vas peut-être réduire ta masse salariale si tu veux protéger et sauver ton entreprise pour ceux qui resteront et pour l'avenir de l'entreprise. Si vous le faites pas, vous allez droit au mur. Et il faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le courage de le faire. Donc moi aujourd'hui, par exemple, quand j'entends effectivement tous ces politiciens, c'est très facile. Qui se proposent de faire ce travail d'audit, mais qui le font. Mais qui le font. Il y en a une qui l'a très bien fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Sarah Knafo. Sarah Knafo est une ancienne de la comment dirais-je ? Elle a fait des propositions aujourd'hui et elle a travaillé à la Cour des comptes. Je peux vous dire que quand elle dit au gouvernement, j'ai 63 milliards d'économies à vous faire, pourquoi le gouvernement ne se réveille pas et ne met pas en place un certain nombre de mesures? Arthur Delaporte, est-ce que vous avez concrètement un scénario? Qu'est-ce que vous nous proposez? Le 8 septembre, on l'a compris, il y a très peu de chances que ça continue. Admettons qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution peut venir des politiques, Arthur Delaporte? Déjà, je vais vous dire une chose très simple. Aujourd'hui, il faut arrêter de dire que la France augmente à des taux démesurés. Il faut arrêter ce catastrophisme. Parce que c'est ce catastrophisme qui produit la crise. François Bayrou, c'est une réalité. C'est une réalité. Monsieur, je vous invite, comme vous êtes chef d'entreprise et que vous parlez d'économie, à aller regarder ce qu'on appelle les spreads, c'est-à-dire les taux différentiels à laquelle la France emprunte aujourd'hui. Elle emprunte moins cher que la Grèce, je suis désolé. Elle emprunte moins cher que l'Italie. Elle emprunte un peu plus cher que l'Allemagne. Donc, en fait, finalement, il faut arrêter d'être dans cette espèce de délire. Non, c'est pas un délire, c'est une réalité. Notre pays n'a pas une dette soutenable. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et en fait, plus on le dit, plus on va produire cet effet de croire que la signature de la France n'est pas une signature de qualité. En France, aujourd'hui, on a la chance, non seulement parce qu'on est dans la zone euro,
contrairement à ce que souhaite Sarah Knafo, je rappelle. Mais aussi, par ailleurs, parce qu'on est une économie solide et qu'on est en croissance, d'être un pays qui peut encore emprunter sur les marchés financiers. Et donc, moi, je vais en faux contre ce discours. Et le deuxième élément que je vous donne, c'est qu'on n'est pas obligé de produire la politique injuste de François Bayrou. Lui, il a focalisé en disant il faut 44 milliards. Mais en fait, on peut faire la même chose avec des économies. Oui, bien sûr qu'il faut faire des économies, parce qu'il y a parfois des dépenses inutiles, je le reconnais. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on va aller se mettre des coupes dans l'hôpital? Est-ce que ça veut dire qu'on va augmenter les franchises? Arthur Delaporte, est-ce que vous pouvez réagir sur le plan de proposition d'économie que faisait Sarah Knafo, dont vient de nous parler Eric Haddad, justement? Non, mais le plan d'économie de Sarah Knafo, moi je l'ai regardé, c'est du pipeau. Je ne sais pas, Madame Knafo, elle n'est pas économiste, elle a fait 6 mois à la Cour des comptes, et en fait, son plan d'économie, c'est un plan d'économie raciste. C'est juste pour dire, on arrête de donner des aides aux étrangers, point barre. C'est à peu près ça. Je veux dire, vous regarderez le détail, c'est absolument pas sérieux. Et évidemment que ce type de mesure, c'est juste destiné à draguer un électorat qui souhaite finalement dire ah ben le problème c'est les étrangers. Vous voyez, pour François Bayrou, il a un autre truc, le problème c'est la dette, c'est le mal de la dette. En vrai, le problème n'est pas là. Et le PS il dit quoi alors? Le PS il dit quoi? Nous on dit, le sujet c'est qu'on a un président de la République qui a mené depuis maintenant 2018 une politique de 17 économique profondément injuste. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de 40 milliards d'euros? On a besoin de 40 milliards d'euros parce que Emmanuel Macron a réduit les recettes de l'État de 60 milliards d'euros. On a fait des cadeaux plus riches. On a donné 20 milliards d'euros par-ci aux entreprises. On a donné. Mais ça a permis de relancer l'emploi. Il y avait moins de chômage. Bien sûr. Pas vrai. Je peux vous raconter une chose. Les courbes du chômage, elles se sont inversées en 2016. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron était président de la République à l'époque. Donc en fait, l'amélioration de la situation économique, elle est antérieure à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Parce que François Hollande avait fait des cadeaux aux entreprises aussi. Bien sûr. C'est ce qui lui avait été reproché. Parce que François Hollande avait mené une politique qui était décriée à l'époque, qui était une politique qui a permis de réduire le taux de pauvreté dans le pays et de réduire les inégalités et d'augmenter la contribution des plus riches à l'impôt, avec notamment une hausse de la fiscalité sur le patrimoine. Et dès son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a fait l'inverse. Il a mis en place la flat tax, par exemple, qui a aligné la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en même temps que notre dette avait progressé de 1200 milliards sous Emmanuel Macron, les patrimoines les plus riches ont progressé de 1200 milliards aussi. Donc moi, je ne crois pas que cette politique soit juste et je pense qu'il faut changer de braquet. Le problème, c'est que François Bayrou n'en a cure. Alors, on va demander à notre auditeur. Tiens, vous le savez, sur Sud Radio, vous pouvez donner votre opinion au 0826 300 300. Nous sommes toujours avec Gabin, qui nous appelle d'Albi. Gabin, on va vous demander un peu votre opinion sur tout ce que vous venez d'entendre à l'antenne. Est-ce que, selon vous, on va droit à la catastrophe? Alors, dans la catastrophe, je pense qu'on est déjà dans la catastrophe. Il faut pas faire l'autruche. Le vote de confiance le 8 septembre, c'est vraiment pour l'apparat, parce que de toute façon, il n'y a aucune chance que le vote soit validé. Et puis après, et vous espérez une dissolution? Vous voulez aller retourner aux urnes pour les députés ou pas? S'il y avait une dissolution, je retournerai aux urnes, évidemment, mais par contre... il faut pas se leurrer, ça changerait. Enfin, est-ce que la question c'est est-ce qu'il doit y avoir une dissolution? Parce que peut-être que ça changerait rien, parce que finalement ça serait remplacé par quelqu'un d'autre qui ferait des mesures tout à fait similaires, parce que c'est les politiques gouvernementales, elle est comme ça, et puis on a l'impression que ça change pas. Sauf s'il y a une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, ça peut arriver. Ça pourrait. Après, la question, c'est est-ce qu'elle nous permettrait de sortir voilà. Qui va le prochain? Est-ce qu'elle serait pleine de bonnes intentions? C'est une vraie question aussi. Madi Saïdi, c'est qui le prochain à votre avis? Écoutez, si je le savais... Vous voulez pas nous faire Madame Irma un peu là? Non, même pas. Non, on va approcher les jeux, là, c'est le moment de jouer. Non, mais là, personne ne sait ce que ça va être. C'est sûr qu'aujourd'hui, la situation de la France, elle est catastrophique. Et honnêtement, quand j'entends dire que la situation économique de la France, on peut encore aller emprunter, moi, je ne comprends pas. Et tout à l'heure, vous disiez, je parle à monsieur le député, vous disiez tout à l'heure que François Hollande avait fait en sorte de réduire les inégalités et notamment la pauvreté. Parfois, je me demande si, honnêtement, les politiques, vous avez déjà vu des pauvres pour de vrai. Honnêtement.
Honnêtement, sortez de vos bureaux, sortez de vos permanences. Excusez-moi. Mais alors, pas du tout, vraiment. Comme ça. Aidez-moi. Arthur Delaporte. On va arrêter un peu ces types d'accusations à la noire. Non, c'est pas une accusation, c'est une question que je pose. Chacun son tour, s'il vous plaît. C'est une question que je pose. Je me pose la question de savoir si vous avez déjà vu des pauvres. C'est tout. Allez, Arthur Delaporte, on vous écoute. Je vais vous répondre. Moi, je vous invite à venir une journée en circonscription avec moi. Vous allez voir ce que c'est. C'est aller à l'aide alimentaire pour discuter avec les personnes qui le font et les bénéficiaires. C'est accompagner des personnes qui sont à la rue. C'est ça que je fais tous les jours. Donc maintenant, je veux bien que vous veniez voir comment on accompagne des personnes en situation de grande précarité chez moi et comment elles ont subi les réformes d'Emmanuel Macron. Je ne permets pas ce type d'accusation. Non, mais moi, je ne défends pas Emmanuel Macron. Venez, madame, une journée vie ma vie dans la vie d'un élu et on dira autre chose. Monsieur, que les gens payés à rien foutre. Monsieur le député. député. Des journées qui commencent à 7h du matin, qui finissent à minuit. Très bien. Et notre seul objectif, c'est l'intérêt du pays. Très bien, cher monsieur le député, vous savez que vous m'apprenez rien. Moi, j'ai 25 ans d'engagement. Je me suis engagé la première fois, j'avais 14 ans. Moi, le terrain, je le connais. La Seine-Saint-Denis, je la connais par cœur. J'ai même fait le tour de la France entière. Alors, s'il vous plaît, ne me donnez pas de leçons. Alors, ces gens qui se lèvent le matin, moi, je les connais. Ceux qui galèrent, je les connais. On n'est pas là pour s'engueuler. Et en plus, on est à la fin du débat. Vraiment, ne nous donnez pas de leçons. Parce que si être élu, merci. Arthur Delaporte m'a dit ça et dit. Non, mais les réalités, je les connais autant que vous. Vous connaissez tous les deux des réalités différentes. Nous sommes sur l'antenne de Sud Radio. Je vous remercie de votre intervention, cher monsieur Arthur Delaporte. Vous êtes député PS du Calvados. Merci d'être venu intervenir à notre antenne aujourd'hui. Et puis, vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs, parce qu'on va se détendre un peu dans un instant. Oui, c'est monté à l'impression. On va se faire du bien avec un peu de musique. Mais attention, Judith, va y avoir match aussi. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Frédéric Brindel, Judith Belair. Tintin, voici encore un match avec de sacrés boxeurs, mais il va falloir chanter surtout. À ma droite, Madi Saïdi, directrice de communication et d'influence et auteur. À ma gauche, Eric Haddad, PDG du groupe Connect Travail Temporaire. En plein en face de nous, Judith Gabin, notre auditeur. Oui, 17h53, c'est le quiz musical. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez, faites-vous plaisir, les règles et le thème. Ah oui, Gabin, vous êtes là? Oui. Bon, vous savez que vous êtes tous les trois opposés. Hein, chacun pour sa poire. Chacun pour sa poire. Le premier à me donner, à nous donner, à vous donner, à leur donner l'interprète de la chanson remporte un point. Il y a 9 extraits. Le meilleur gagnera. J'aurais dû réviser. Ah mon Dieu. Oui. Et le thème Il est choisi par Judith. Et quand Judith choisit un thème, je peux vous dire, c'est autre chose que François Bayrou. J'espère. Bon, le thème, c'est simplement que comme c'est bientôt la rentrée, autant rester en vacances. Eh ben voilà, ça c'est pas du Bayrou. Allez, extrait numéro 1. Bravo, Gabin. Gabin, un point. Il est bon, Gabin. Il est bon. Mais non. Eh oui. J'aurais que ça de tout. Remonte un petit peu, s'il te plaît. Pourquoi? Ah, ça fait du bien cette musique, ça détend. Allez, extrait numéro 2. Oh, Dalida, Gabin. Il est très fort. Attention, bravo. Pourquoi Gabin vous avez dit non, je n'aurais que Bob Marley? Vous voyez, ça fait. Parce que la dernière fois, même si j'ai gagné la dernière fois, j'ai été mis en difficulté quand même. Ah oui, il a dû mettre Shazam. Hein. C'est pas possible. Il est trop bon. Non. 2-0-0. Allez, numéro 3, un peu plus dur là. Il est incroyable ce Gabin. Ah oui, il est bon, il est bon. Remonte un petit peu s'il te plaît, Juju. Il est bon, Julien Doré, on l'adore. Allez, extrait numéro 4. C'est pas possible. Gabin, vous êtes déjà 4-0. Vous êtes parfait, Gabin. J'allais dire, il y a un côté France 98 en vous sur le précédent à 3-0, mais là, ça fait 4. Là, il fait le 5e, il a la majorité. Hein. Alors, il reste encore 5 extraits. 5 extraits. Et Madi et Eric peuvent encore gagner, puisqu'il y a encore 5 extraits. Allez, numéro 5. Moi, j'y crois pas trop. Ouais. Chadé. Attention, le retour d'Eric. Chadé. Eric is back. Ah, on se bat. Alors, on lâche, on va jusqu'au bout. Pour l'honneur. Paradis qui nous manque. Je déteste ce père. Allez, numéro 6. Madonna. We meet on holiday. Alors, Madonna.
Alors, ça c'est Judith quand elle est partie à danser et à chanter, c'est comme ça. Alors, Elle est trop bien cette chanson. juste, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Comme vous venez de prendre chacun un point, ça fait quand même le jeu de Gabin qui a 4. Donc 4, 1, 1 et il reste 3 extraits. On aurait pu faire une coalition. Mais oui. Gilbert Montagnier. Oh là là. Je suis fan de Gilbert Montagnier. Le match est serré. Vous l'aviez entendu, Gabin, quand même. J'ai pas eu le temps. Ah, Gabin, non, je suis fan de Gilbert Montagnier, c'était pas possible. Ne paniquez pas, 4, 2, 1, vous menez encore la partie, Gabin. Allez, extrait numéro 8. Un peu plus pointu là. Oula. Ah, faut aimer le jazz. Elle est connue, hein. Aretha Franklin. Non, mais c'est le même genre. Nina Simone. Non, l'autre. Eric peut encore Je peux égaliser. donner un indice ou pas? C'est le prénom d'une chanson de la variété française. Prénom d'une chanson. Ouais. Dont la chanteuse porte le nom de 2 pays. Ella Fitzgerald. France Gall. Oui, Bravo. Elle là, bravo. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voix. Qu'est-ce qu'on l'aime, Ella Fitzgerald. Et pourtant, j'étais sûre que c'était ça. Ah, c'est magnifique. Gabin, ce que je propose, Judith, Gabin, vous avez gagné. Ouais. Vous avez 5 points. Bravo. Est-ce que vous laissez pour la dernière Eric et Madi pour éventuellement se disputer la médaille d'argent? Est-ce que vous êtes d'accord, Gabin? Si. Allons. Julien n'est pas d'accord, Julien n'est pas d'accord. Que décidera la majorité. Bon, alors allez, on y va. Bon, Allez, numéro 9. 49-3. Je l'ai écouté hier en plus. Ah ouais? Ah, on a des goûts musicaux communs, Madi. Est-ce que vous étiez sur une Harley Davidson? J'ai pas voulu faire comme Harley Davidson. pardon. Victoire albigeoise Bravo. de Gabin, Bravo, notre Gabin. auditeur. Bravo. 5 points. Merci Gabin d'avoir joué avec nous. Eric, 3 points, plaisir. Madi, 1 point. Bravo. Merci d'avoir participé au Vrai Voix Gabin. Vous savez que vous Non, mais pouvez quoi, faire. pardon, je l'ai pas gagné. Ah non, c'est non. avant. J'ai dit Brigitte. Oui, 2. Ça fait 2. Bon, vous réglerez vos comptes en antenne là. Queen, là, non, Queen, 4. Ah oui. C'est pour essayer d'aller chercher le truc. Gabin, merci d'avoir participé. Vous, les auditeurs, les auditrices, si vous voulez faire comme Gabin et venir jouer avec nous ou simplement donner votre opinion, c'est le 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Judith Belair. Ils sont prêts pour la deuxième mi-temps, ils ont été exceptionnels pour la première. Alors ça va continuer. Madi Saïdi, la directrice de communication et d'influence qu'on aime et qui est auteur en plus. Ou autrice, enfin bon, ça dépend. Ah, j'aime pas autrice. Ouais, Non, ça moi, vous j'aime n'aimez pas pas autrice. Auteur. Avec un- Auteur, voilà. oui. Ouais. Alors il y avait auteuse aussi. Ouh là là, c'est- Bon, ok. On fera un débat peut-être là-dessus. Non. D'accord. Sans On moi. n'en fera pas. D'accord. Alors Eric Haddad, de l'autre côté, alors vous n'êtes pas auteur, donc on sera tranquille. Vous êtes PDG du groupe Connect, travail temporaire. Merci à vous deux, les deux vraies voix, d'être avec nous. Merci. Allez, Merci à 0826 300 300, vous pouvez réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne de Sud Radio et vous pouvez aussi laisser des messages. On file au répondeur. C'est Samy de Paris qui nous a laissé un message. Bonjour, c'est Samy de Paris. Je souhaite intervenir sur le sujet concernant l'actualité, à savoir ce qui va arriver le 8 septembre, donc le vote de confiance prévu. Tout d'abord, je voudrais remercier Sud Radio qui donne la parole aux auditeurs comme d'habitude et remercier Aude de passage. Sur le sujet du 8 septembre, j'ai envie de dire que je suis un petit peu partagé. D'un côté, je comprends parfaitement la grogne grandissante qui a gagné beaucoup de terrain et le risque de cette censure du 8 septembre ou ce non-vote de confiance. Et d'ailleurs, tous les partis de l'opposition ont montré leur intention. D'un côté, c'est une bonne chose puisqu'on a affaire à un gouvernement qui n'entend personne, qui ne veut entendre personne, qui n'a jamais entendu personne. Mais d'un autre côté, j'avoue que c'est inquiétant puisque ça ramène tout le monde dans une incertitude certaine. J'ai envie de dire, allons-y, mettons tout à plat, juste espérant que ce qui sera rebattu par la suite ou l'issue par la suite sera un petit peu positive et meilleure après ces 8 années. Alors, Madi Saïdi, l'intersyndicale des pharmaciens, il dit le gouvernement a engagé une lutte à mort contre les pharmaciens. Nous jetterons toutes nos forces dans cette bataille. On a l'impression que les fronts ne s'arrêtent plus, quoi. Ah, mais les fronts ne s'arrêtent plus. Il n'y a pas un corps social aujourd'hui qui est en accord avec ce que fait le gouvernement. D'ailleurs, les pharmaciens, c'est assez rare qu'on les voit descendre dans la rue. Ils ont fait la grève, là, je crois, le 15 août. Ouais. C'est assez rare. Mais je pense que ça dit long Le de la 16 août, il y avait situation. 90% des officines qui étaient fermées. Absolument. Je pense que ça dit long de la situation qu'on vit actuellement. Eric Haddad, le fait d'avoir fait le vote de confiance le 8, ça évite de bloquer le pays le 10 ou pas?
Moi, je pense que ça va, en tout cas, bloquer le pays quoi qu'il arrive, parce qu'il y a une insatisfaction générale. Après, excusez-moi, ouais. Après, le vrai problème, c'est pour moi, après le 8, il y a de fortes chances que. Alors, je veux pas aller dans le sens de Bayrou, parce que son discours, c'est ou le vote ou le chaos. Mais moi, personnellement, de toute façon, je pense qu'il y aura un vrai problème. Ou la responsabilité ou le chaos. Ou la responsabilité, pardon, ou le chaos. Et c'est vrai qu'il y aura un vrai problème. On a dit que c'était Monsieur Météo tout à l'heure. C'est Monsieur Météo, peut-être. Mais on peut effectivement avoir la responsabilité, mais le chaos, quoi qu'il arrive, reviendra. Quand il y a eu la dissolution, qu'on a eu la première dissolution, que notre cher président s'est réveillé un matin et qu'il a décidé effectivement de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il avait perdu les élections européennes, qui n'avaient strictement rien à voir avec les élections nationales, législatives ou présidentielles. C'est la plus grosse connerie de sa vie. Ça a été la plus grosse connerie de sa vie et la plus grosse connerie pour le pays. Et là, je peux vous dire que nous, on a souffert sur le plan économique, on a souffert. Alors tout à l'heure, on entendait un cher député qui disait que la France va bien, que l'économie française est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a pire que nous quand même aussi. Il y a pire que nous, mais il y a toujours pire. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux aussi. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, mais à un moment donné, nous, alors entendez, nous effectivement, on est au quotidien. Nous, on voit et on suit et on est au rythme du quotidien de nos problématiques, des chefs d'entreprise, de nos salariés. Donc, à un moment donné, je pense que voilà, et je pense qu'effectivement, il va y avoir un vrai souci après le 8, quoi qu'il arrive. Allez, 0826 300 300, si vous voulez faire entendre votre voix comme notre auditeur Samy de Paris, vous nous appelez, vous laissez un message ou vous prenez la parole directement à l'antenne. Et puis surtout, restez avec nous dans un instant, c'est l'info en plus, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Frédéric Brindel, Judith Belair. Et à 18h16, on vous apporte l'info en plus avec Majid Deimat. Les vraies voix Sud Radio. Majid, aujourd'hui est organisé un rassemblement à Roquefort-les-Corbières en soutien aux éleveurs. Et oui, une initiative organisée par Jean Liandier, surnommé Jean le Chevrier. Début août, il avait publié une vidéo devenue virale après une nuit d'incendie. Il y affirmait que ses chèvres avaient contribué à contenir le feu en broutant la garrigue, empêchant donc les flammes d'atteindre le village. Il dénonce les interdictions de pâturage imposées par l'ONF et appelle à un retour des troupeaux pour entretenir les terres. Ce soir, il est avec nous sur Sud Radio. Bonsoir Jean Liandier. Bonsoir à tout le monde. Et alors on vous appelle comment? Jean le Chevrier des Corbières aussi, non? Jean le Chevrier. Ouais. Jean le Chevrier des Corbières. Voilà. Vous êtes parfait, ne changez rien. Non, mais j'ai pas envie de changer. Et moi, vous me disiez chien ou chat tout à l'heure, mais moi, mon préféré, c'est la chèvre. L'animal préféré. Vraiment, honnêtement. Ouais. J'ai peur des chèvres. Ouais, c'est autre chose. Allez-y, imagine. Continuez. Les gens, j'ai pas peur d'un serpent, j'ai pas peur d'un singe. Mais les chèvres, et les chats. C'est original. Justement, vous êtes actuellement au rassemblement à Roquefort-des-Corbières en soutien aux éleveurs. Dites-nous comment ça se déroule actuellement. Eh bien, actuellement, il y a énormément de gens là, qui sont là. Il y a la transhumance qui a commencé dans le village de Roquefort-des-Corbières. Il y a énormément de monde. Voilà, tout se passe bien pour l'instant et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, quoi. Vos chèvres sont magnifiques, elles ont contribué à contenir le feu en broutant la garrigue. C'est ça le message. Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, le soir des incendies, les pompiers m'ont appelé comme quoi il fallait que j'évacue les chèvres de la garrigue à 10h du soir parce que l'incendie arrivait sur Roquefort-des-Corbières. Alors, tous les villageois sont numédés. D'habitude, il me faut 1h30, 2 heures pour descendre tout seul ces chèvres avec le matériel et tout. Et là, on a mis 30 minutes. Je suis remonté sur le terrain où il y avait les pompiers, mais justement, un commandant des Bouches-du-Rhône. Il m'a dit, monsieur, bravo. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, c'est là où vous avez les chèvres. Vous nous avez débroussaillé 50 mètres de passage. On a pu passer avec les véhicules. Et le feu n'a pas pu passer au sol, on a pu l'arrêter ici. Ah, super, voilà, ça fait chaud au cœur parce que notre métier n'est pas reconnu. Et de savoir ça, qu'un pompier nous dise 17 000 hectares s'arrêtent à Roquefort-des-Corbières. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre Roquefort-des-Corbières comme symbole où le feu s'est arrêté, voilà. C'est beau ça, ouais. Et alors le message, c'est de dire, utilisons le savoir-faire des éleveurs, c'est ça l'idée? Mais voilà, le message, c'est que on veut que tous ces bureaucrates, ces politiciens qui nous imposent des lois, eh bien les lois, on les veut plus. On veut maintenant que ce soit eux qui nous écoutent. Il faut qu'ils viennent nous écouter. Ce qu'on veut et ce qu'on fait,
sur le terrain, pas derrière un bureau. Donc Voilà, on est bien d'accord que les écologistes, en fait, ils devraient mettre en place automatiquement des débroussailles pour préserver la nature, justement. Mais bien sûr, il faut arrêter de dire. Moi, nous, on est les premiers écolos en France, les éleveurs. Hein. On est les premiers écolos. Hein. Faut pas croire. On fait un métier, on est plus écologique que ceux qui sont derrière les bureaux. J'ai rien contre l'écologie, j'ai rien contre l'ONF, j'ai rien contre l'OFB. Ce que je veux, tous les éleveurs, on veut se faire entendre. On veut que tout le monde nous écoute, ce qu'on a à dire et ce qu'il faut faire pour sauver les garrigues et les forêts. Il faut pas les. Là, à l'heure actuellement, tout ce qui a brûlé, tout était à l'abandon. Tout était à l'abandon. C'est ça qui est dramatique. Il faut qu'on arrive à un drame pour qu'on puisse se faire entendre, quoi. L'ONF, alors a un discours, Magid, on peut peut-être rappeler le point de vue de l'ONF. Hein. Et oui, là-dessus, c'est vrai que l'Office national des forêts. Hein. Ouais. Allez-y, Magid. Ouais. C'est vrai que là-dessus, l'ONF explique que certaines zones doivent être protégées du pâturage pour préserver la biodiversité. Est-ce que vos chèvres ne risquent pas aussi, quelque part, d'appauvrir cette végétation ? Non, c'est pas vrai. Il faut que l'ONF, il faut qu'ils arrêtent de dire ça. Nous, si vous voulez, par rapport aux chèvres, moi où je suis, ça fait plus de 4 ans que je suis là, plus les années je viens, plus c'est joli au printemps. Plus il y a de pousses au printemps. Il faut arrêter de dire que les chèvres, les brebis, tout ça détruisent la nature. C'est pas vrai. C'est l'inverse. Nous, on protège la nature. Et moi, je sais que depuis que je suis là, chaque année, ça devient de plus en plus beau. Après le passage. Et il faut pas dire que ça détruit tout. Non, c'est pas vrai. On est éleveur. On connaît notre métier. On va pas laisser 15 chèvres brouter tout au même endroit. On connaît notre métier.
Vraie Voix ce soir, directrice de communication et d'influence et auteure. Elle va nous donner dans un instant son sujet d'actualité. Et puis ce jeune papy, Eric Haddad. Vous pouvez dire grand-père aussi. Hein. Là, d'être grand-père, c'est pas papy. Deux mois la petite dernière, c'est ça? 2 mois la petite dernière. 4 fois grand-père. Comment elle s'appelle? 4 fois grand-père. Elle s'appelle Sivan. On aime bien Sivan. Autre travail que grand-père, vous êtes aussi PDG du groupe Connect et Travail Ça m'arrive de temporaire. temps en temps. Et sinon, il y a un truc qui s'appelle le tour de table des vraies voix. Mais on est chez les fous, là. J'ai une intelligence et un physique très moyen. Ah bon? À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère. Mais attendez, on est à la table ronde quand même, on fait pas un barbecue. Le tour de table. De l'actualité. Là est la question, le barbecue. Alors, c'est l'heure de l'actualité. Vu par nos vraies Je voix. pensais que c'était le sujet de Madi, moi. Non, j'ai écouté cette excellente présentation que nous avons pour ce tour de table. Votre sujet, Madi Saïdi, c'est un peu moins détendu. Hein. C'est, selon vous, le toupet, hein, c'est comme ça que vous le dites, de François Bayrou, qui pointe la responsabilité des Français dans l'exploitation de la dette. Grosso modo, c'est notre faute, quoi. Ah oui, c'est toujours de la faute des autres. Oui, alors encore une fois, moi, comme d'habitude, ça va être un coup de gueule. Normal, je suis une Française réfractaire. Alors, on savait que... Vous êtes irréductible. Ah oui, c'est ça. Absolument. Réfractaire. Absolument. D'accord. Alors, on savait que la Macronie était complètement hors sol, incapable d'entendre des attentes des Français. C'est bien connu d'abord que les politiques, même lorsque leur responsabilité est reconnue, en fait, ils ne sont jamais coupables de rien. Mais là, avec Bayrou, je trouve que vraiment, on touche vraiment le fond. Évidemment, je fais référence à la conférence de presse qui s'est tenue hier. Et je dois vous dire que moi, j'ai été révoltée. Vraiment, j'ai été révoltée quand j'ai entendu notre cher Premier ministre nous dire que, en réalité, la dette de la France n'était pas consommée par les gouvernements et qu'elle était tout simplement le fruit des dépenses courantes au profit des citoyens. Mais a priori, en plus pour appuyer ses propos, il nous cite alors évidemment les dépenses du Covid, les retraites, l'assurance sociale, le coût des fonctionnaires. Et évidemment, il prend à témoin tous les ministres qui, des pauvres, étaient très mal à l'aise. On voyait qu'ils étaient pas bien. Mais a priori, le fait que on dépense les données publiques pour les citoyens, a priori, c'est le minimum. Donc, surtout vu ce que ça nous coûte à nous, les citoyens. Absolument. Oui. Donc, a priori, ceux qui c'est le cotisent, minimum. effectivement, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ouais. Tout à fait. Mais la vérité, ce que nous dit pas Bayrou, c'est que la dette, il faut se rappeler qu'on a quand même plus de 3 000 milliards de dettes. 3 300 milliards de dettes exactement, en si peu de temps. En fait, la vérité, il nous ment. La vérité, c'est que cette dette, c'est la résultante de choix économiques et politiques hasardeux. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a 80 milliards quand même d'intérêts dans absolument. Cette histoire? Il y a aussi la question des intérêts, absolument. Alors moi, ce que je voulais dire au Premier ministre ce soir, c'est de lui dire non, Monsieur Bayrou, les Français ne sont pas responsables. On est responsable de rien. Monsieur le Premier ministre, les responsables, ce sont tout simplement les gouvernements successifs. Ouh là là, qui se sont suivis. Voilà. Qui se sont suivis. Successifs aussi, vous l'avez dit. Bien sûr. Ce sont les gouvernements successifs qui sont tout simplement responsables de leur amateurisme. Et ce n'est pas les Français. Nous ne sommes responsables de rien. Bon, alors les gouvernements sont faits de Français, donc il y a certains Français parmi les Français qui sont responsables. Bon, Eric Haddad, c'est vrai que, encore une fois, c'était du Bayrou qui passe mal. C'était du Bayrou qui passe mal. Moi, en fait, ce que j'ai du mal à, comment dirais-je, à percevoir, en fait, comme vous le disiez, Judith, c'est la façon dont, en fait, Monsieur Bayrou fait son discours. Mais on a l'impression que en fait, c'est mortifère. Il est horrible. Il y a pas de ton. C'est franchement, c'est plat. On a l'impression qu'effectivement qu'il est en train de faire une oraison funèbre. Et c'est ça qui est dramatique. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui doit être fort, qui doit se réveiller, qui doit diriger en fait notre pays et arrêter. Et je vais effectivement dans votre sens, arrêter de nous accuser nous. En fait, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a une vraie problématique, c'est comment est géré le budget de l'État. Où va notre argent? Parce que, alors, on dit oui, effectivement, payer. Moi, je suis le premier à vouloir payer. Payer de l'impôt. Vous savez, moi, je suis issu de l'immigration. Je suis un pur produit de l'immigration. Mes parents sont arrivés en France, j'avais 2 ans. Mon père et ma mère, jusqu'à leur mort, ne savaient à peine lire et écrire et parlaient très bien le français. Ils avaient qu'une seule obsession, c'était l'intégration, la réussite, le travail et l'école. C'est ce qu'on a fait. Et je peux vous dire que quand je paye de l'impôt, j'en suis content et fier. C'est que je me suis dit,
je me dis que quelque part, l'ascension sociale a existé en France, parce que ça reste le plus beau pays, quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui il va mal, mais ça reste le plus beau pays. Et à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font de notre argent? Moi, payer de l'impôt, ça me dérange pas, c'est normal. On doit partager les richesses. Alors après, quand on dit on cible toujours les riches, mais à un moment donné, il faut arrêter de cibler les riches. Je veux dire, qui crée de la valeur ajoutée aujourd'hui? Ce sont les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, le tissu économique. Les travailleurs aussi. Non, attendez, j'allais y revenir. Ce sont les chefs d'entreprise, mais quand je dis les chefs d'entreprise, ce sont les collaborateurs, les travailleurs qui sont dans les entreprises. Donc à un moment donné, on paye de l'impôt, on crée de la valeur ajoutée, mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Comment, en fait, on utilise cette gestion de notre argent? Et c'est ça la vraie problématique aujourd'hui. Alors Éric, puisque vous avez la parole, vous allez continuer à parler, puisque c'est le tour de votre tour de table à vous. Vous voulez nous parler de cette recrudescence énorme de l'antisémitisme et surtout, d'ailleurs, de l'absence d'Emmanuel Macron sur les médias à ce sujet, sur les réseaux aussi. Oui. Et pour vous, son attitude ne fait qu'attiser l'antisémitisme en France. Oui. Alors tout à l'heure, on faisait un quiz. Ouais. Alors, il est où le bonheur, la chanson? Là, c'est il est où? Il est où notre président de la République? C'est la vraie question aujourd'hui. Les agressions, les menaces antisémites ne cessent d'exploser en France. Aujourd'hui, la communauté juive a peur de se promener avec une kippa, a peur de mettre des mezuzahs dans leurs portes, a peur de se faire identifier en fait comme juif. Mais où sommes-nous et où est le président de la République? En France, aujourd'hui, en 2025, vous savez, la communauté juive, aujourd'hui, quel est son discours? C'est quand même dramatique d'en arriver à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On part. On vend tout, on vend nos biens immobiliers, on vend nos entreprises, pour ceux qui en ont. Parce que vous savez, il y a le cliché des juifs, tous les juifs sont riches. Mais c'est pas une réalité. Aujourd'hui, tous les juifs ne sont pas riches. Donc même ceux qui n'ont pas d'entreprise, de biens, de patrimoine ou quoi que ce soit, se posent la question, en fait, aujourd'hui, de partir. Mais c'est quand même dramatique. Pourquoi on partirait aujourd'hui? Et là, il y a une responsabilité d'abord du président de la République, parce que, je vais vous dire, la première erreur qu'il a faite, c'est quand il y a eu la marche contre l'antisémitisme, il n'a pas été présent. On peut critiquer Hollande, on peut critiquer Chirac ou quoi que ce soit, mais quand Chirac a fait son discours sur le Veldiv, eh ben, il a effectivement reconnu la responsabilité de la France. Quand il y a eu les attentats de l'hypercacher, François Hollande est descendu et a été présent. Emmanuel Macron, il est où? Où êtes-vous? Et je vais aller même plus loin si vous me le permettez, parce que ça me pose vraiment un problème. Moi, j'accuse le président de la République, Emmanuel Macron, de trahir sa mission suprême. Protéger la France et les Français. Au lieu d'unir, il divise. Au lieu de défendre, il abandonne. Au lieu de protéger, il expose notre pays au chaos. C'est ça la gravité. J'accuse notre président de fermer les yeux sur l'antisémitisme aujourd'hui, qui gangrène nos rues et nos institutions. Il importe les conflits du Moyen-Orient sur notre sol et attise des braises déjà trop incandescentes. Et ça, c'est plus possible. Là où il devrait être un rempart, il n'est qu'un pyromane politique, notre cher président. Donc j'accuse encore Emmanuel Macron, notre président, ridiculisé par les grandes puissances, ignoré par les chefs d'État qui comptent. Il affaiblit l'image de notre nation, qui fut jadis respectée. Oui, la France fut respectée. Aujourd'hui, des gens comme Trump, comme Poutine, comme Netanyahou et tant d'autres se moquent de lui, car il ne pèse plus sur l'échiquier mondial. Même les Européens, comme la première ministre italienne ou même le chancelier allemand, se foutent de lui. Je l'accuse encore une fois de détruire la France sur le plan intérieur. Notre économie chancelle, nos entreprises s'asphyxient, nos familles s'appauvrissent, le peuple souffre pendant que l'Élysée s'enferme dans ses illusions. Oui, j'accuse notre président, il est incapable d'expulser ceux qui menacent notre cohésion nationale. Les quartiers abandonnés deviennent des zones de non-droit et nos concitoyens n'osent plus sortir sans crainte. Comment est-ce possible? La Constitution doit être repensée, le code pénal adapté aux menaces de notre temps. On parle de tout ça, mais lui, il préfère la passivité, laisser la France s'effondrer. Oui, j'accuse encore une fois Emmanuel Macron d'être le pire président de la Ve République. Il n'incarne ni la grandeur, ni la force, ni la vision. Il n'est pas un capitaine pour la tempête, mais un passager égaré, qui laisse son navire dériver. C'est pourquoi, au nom du peuple français, je demande sa démission immédiate.
Éric, message entendu. Évidemment, en n'oubliant pas que le président de la République a aussi une action sur la scène internationale. Et si on est moqué par Poutine, c'est plutôt un compliment. Madi Saïdi, reconnaissance de l'État de Palestine, c'est une erreur encore, sachant que c'est le 23 septembre prochain que le reconnaissent. Le 23 septembre, c'est le jour de la nouvelle année juive. Hein. Voilà, oui. C'est ça. Donc qu'il y ait il aura peut-être démissionné d'ici là. Qu'il y ait ce projet de double État, d'accord, mais sur le timing. Hein. En soi, le fait que les Palestiniens revendiquent le droit à un État, c'est légitime et c'est normal. Mais le problème, c'est une question de timing. Et moi, je ne peux que partager tout ce qui a été dit là tout à l'heure. Les Français, donc de confession juive, avant d'être juifs, ils sont d'abord français. Exactement. Donc il y a une forme de lâcheté, et c'est vrai, je ne comprends pas. Le président, évidemment, a bien compris qu'il est tellement dénigré au niveau national qu'il s'est dit, finalement, je vais me faire une posture internationale. Vous parlez justement du Moyen-Orient, de la Russie et d'ailleurs, mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Aller dépasser la Méditerranée, en Afrique, il est complètement décrié. Ah, complètement. C'est un scandale. Et effectivement, je trouve que la France est en train de faillir au droit, à un de ses devoirs les plus simples, c'est assurer la protection des Français, dans ces Français, forcément, les Français de confession juive. Merci pour ce coup de gueule. Le coup de projecteur, c'est dans un instant. 12 millions d'élèves reprennent le chemin des classes ce lundi. Une rentrée marquée par la réforme du collège, l'enseignement de la vie affective et sexuelle, l'extension de la pause numérique, la poursuite des tests sur l'uniforme. Mais une inquiétude demeure. La pénurie d'enseignants risque de laisser certaines classes sans professeur. Élèves France, c'est moyen. Revoyez votre copie. Ce pourrait être l'appréciation du programme international pour le suivi des acquis des élèves publié en 2022. La France a chuté dans tous les domaines et se classe 26e nation. Nos jeunes élèves piétinent sur le parcours de la connaissance. Et vous, qu'en pensez-vous, les auditeurs de Sud Radio? Allez sur le compte X ou appelez-nous et répondez à cette question. Pour vous, l'éducation nationale est-elle 1. performante, 2. inégale, 3. médiocre et 4. nulle? On vous attend. Voilà, et puis pour en parler d'ailleurs, on est avec Marianne Durano qui est professeure de philosophie au lycée polyvalent Rotrou à Dreux. Bonsoir Marianne, bienvenue. Bonsoir. Alors Marianne, assez rapidement, puis on reprendra cet échange juste après la coupure. On a entendu toutes ces nouveautés, les changements de programme, etc., etc. Selon vous, tout bêtement, vous qui récupérez en plus les élèves qui viennent du collège, l'éducation nationale, est-ce qu'elle est prête à relever ce défi de la rentrée qui s'annonce compliqué ? Chaque rentrée apporte son lot de mesures, mais le problème de fond demeure, c'est-à-dire le recrutement, la formation des enseignants et les inégalités entre élèves qui ne cessent de se creuser d'année en année. D'accord. Merci Marianne, vous allez pouvoir étayer ce point de vue dans un instant. Restez avec nous, ça va être le coup de projecteur et c'est dans pas longtemps. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. 9h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Nos vraies voix ce soir, Madi Saïdi et Eric Haddad, remontés comme jamais, vous l'avez compris, et ils sont d'autant plus près maintenant. 18h43, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est l'heure de la rentrée pour 12 millions d'élèves français dès lundi prochain pour les écoles, collèges et lycées de métropole. Une rentrée 2025 qui ne ressemble pas aux autres. D'abord la réforme du collège avec de nouveaux programmes dès le CM1 en français et en mathématiques et la création de groupes de niveau, sans oublier l'introduction d'un enseignement sur la vie affective, relationnelle et la sexualité déjà au cœur de polémiques. Les expérimentations sur le port de l'uniforme se poursuivent tandis que la pause numérique sera étendue à l'ensemble des collèges publics. Reste une inquiétude persistante, la pénurie d'enseignement évidemment, pas certaine qu'il y ait un professeur, pas certain qu'il y ait un professeur devant chaque classe à la rentrée. L'école française se prépare à une année sous tension. La comparaison n'honore pas notre éducation nationale. Ça apprend plus efficacement, paraît-il, chez nos voisins suisses, belges, allemands, mais moins bien chez les Italiens, Portugais et Norvégiens. La France voit son niveau d'apprentissage à l'école baisser dans tous les domaines et végéter à la 26e place mondiale du programme international pour le suivi des acquis des élèves. Les meilleurs élèves du monde, entre parenthèses, sont asiatiques, Japon, Chine, etc. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Pour vous, l'éducation nationale est-elle performante? Vous dites oui à 2%. Est-elle inégale? Vous dites oui à 9%. Est-elle médiocre? Vous dites oui à 39%. Est-elle nulle? On s'est longtemps posé la question avec Judith de savoir si on allait le mettre. Eh bien, vous avez choisi ça, 51%. Alors, pour en parler, nous sommes avec Marianne Durano, qui est professeure de philosophie au lycée polyvalent Rotrou à Dreux. Bonsoir Marianne. Alors juste maintenant.
Bon, je suis au lycée Carnot de Roanne, mais bon, c'est pas grave. Au lycée Carnot, bah écoutez, on m'a mal renseigné, je suis désolée. Voilà, on va noter lycée Carnot de Roanne. Alors, Marianne, juste avant la coupure, moi je vous ai demandé si l'éducation nationale était prête à relever le défi de cette rentrée, et vous m'avez répondu par formation et inégalité scolaire. Allez-y, on vous écoute. Mais oui, alors d'abord, je voulais quand même réagir sur le sondage réalisé auprès de vos auditeurs. C'est vrai qu'en tant qu'enseignante du public, ça fait toujours très mal au cœur de savoir que 50% de mes contemporains estiment que l'éducation nationale est nulle. J'aimerais savoir sur ces 50% combien, en fait, sont eux-mêmes les fruits de ce système scolaire qui est défaillant, certes, mais qui a quand même... éduquer une bonne partie d'entre nous et Marianne Durano, je me permets une petite parenthèse parce qu'elle est très importante. Déjà, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation, ce qui relativise bien sûr, et c'est auprès de nos auditeurs. Dans ce genre de consultation, évidemment, les gens qui se sentent plus concernés et qui sont plus fâchés ont plus tendance à participer que ceux qui, comme moi, sont très fiers d'être passés par l'éducation nationale. Mais sinon, on est sur Sud Radio aussi, parlons vrai, voilà. Allons-y. Mais c'est pour ça que je me permets. Mais allez-y, et continuez. Oui, tout à fait. Cette petite pique, parce que je pense qu'il faut vraiment réussir à distinguer l'éducation nationale comme objet politique, c'est-à-dire le jouet des ministres qui se succèdent et qui veulent chacun imposer leur marque. Et donc on apprend par une circulaire en juillet ce qu'on est censé faire en septembre. Donc d'année en année ça change et c'est extrêmement irrespectueux envers les professeurs. Donc on parlait aussi de recrutement des professeurs. Je pense que si on les traitait avec plus de considération, il y aurait peut-être moins de problèmes de recrutement. Il y a un problème de salaire aussi, on peut le dire. Oui, de salaire, de formation, d'affectation, de gestion du personnel, de ressources humaines. Enfin, vous voyez, encore une fois, moi je ne suis pas là pour me plaindre sur le plateau de Sud Radio, mais j'ai un statut de TZR, donc titulaire zone de remplacement. Pour information, je suis normalienne agrégée et en fait, je sais mi-août, fin août, où je suis affectée début septembre. Et je sais début septembre quel sera mon emploi du temps, quelles seront mes classes, quelles seront les problématiques auxquelles je devrais faire face. Je change d'année en année, donc je change d'établissement d'année en année, et je change de programme au gré des désirs des ministres. De mois en mois, on m'apprend que je dois me former en IA, me former en orientation, me former en vie sexuelle, que sais-je. Enfin voilà, et derrière mon cœur de métier, c'est-à-dire la philosophie, passe un petit peu à la trappe. Et pourtant. J'ai en tête énormément de collègues qui, eux, sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui ont survécu à bien des réformes et qui durent dans un environnement qui n'est pas toujours facile et qui ont quand même à cœur de transmettre la culture classique à des élèves qui sont de moins en moins réceptifs, parce qu'on vit quand même dans une société où tout est fait pour distraire l'attention des élèves, pour... leur enseigner le culte de la facilité, de la réponse en un clic au détriment d'un certain effort intellectuel. Donc voilà, on doit transmettre des savoirs dans un contexte de plus en plus compliqué et c'est pour ça que j'ai toujours de la peine quand on accuse l'éducation nationale de toutes les inégalités et de tous les maux de notre société. Rappelons que sans l'éducation nationale, les inégalités seraient encore plus fortes. Donc on n'est pas assez bon, on est d'accord. On pourrait mieux faire et je pense qu'on va discuter encore de tout ce qu'on pourrait faire pour lutter contre ces inégalités. Néanmoins, distinguons l'objet de propagande politique des professeurs en chair et en os qui le constituent. On avait envie de tous les deux là. Parce que dès que c'est la philosophie, Judith et moi on réfléchit philosophiquement et tout ça. Je pensais à Kant, madame la professeure, qui mettait tellement en valeur le travail, c'est ça C'est une passion là. On a les mêmes références. Donc discours de passionné, je trouve ça. Eric Haddad, cette école, elle est quand même belle, mais on est en train de la fiche en l'air, c'est un peu ça l'idée. On est un petit peu effectivement d'affiche en l'air, mais bon, elle reste belle, mais il y a peut-être effectivement aujourd'hui un certain nombre de dysfonctionnements. Quand je viens d'écouter cette présentation, effectivement, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse comme ça au dernier moment, en plein mois d'août, de dire dans quelle école tu vas aller bosser, le micro, Eric Haddad. Dans quelle école tu vas aller travailler, quel va être le programme, la modification du programme, etc. C'est la première fois que j'entends ça. Comme quoi, quand on connaît pas vraiment, c'est triste, quoi. C'est triste parce que ça veut dire qu'en fait, on les met quasiment au pied du mur. Donc, comment voulez-vous être opérationnel très rapidement quand vous allez enseigner en fait à des enfants des programmes qui changent régulièrement, quand on vous met au dernier... Allez-y.
Non, mais encore une fois, moi, je n'ai pas à me plaindre. Je suis professeur de philosophie, donc en terminale. Mon mari qui est prof de français. Oui. Il était prof en BTS, donc supérieur. Oui. Et on lui a appris fin août que, en fait, en septembre, c'est collège. Ah oui, complètement. En fait, des élèves de 19 ans à des gamins de 12 ans. Des gamins de 12 ans. Moi, je voudrais parler un petit peu des inégalités, si vous me permettez, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a des comparaisons qui sont faites. 41% des enfants ayant des parents cadres ont de bons résultats en français, contre 6% d'enfants d'inactifs et 10% des enfants d'ouvriers. À l'inverse, il y a 45% des enfants d'inactifs et 26% des enfants dans un ménage ouvrier qui sont en difficulté. Donc il y a un vrai problème, effectivement, parce que l'école, finalement, ce qu'on en tire, ce qu'on en entend, c'est que l'école ne fait plus son travail. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, il y avait tant le fils de la concierge que le fils du cadre dans la classe, et on avait à peu près tous un niveau correct, parce que on était accompagnés de manière à être bons élèves, quoi. Il y avait une espèce d'atmosphère, une volonté, peut-être même philosophique. Vous allez pouvoir nous en parler, Marianne, qui faisait que les enfants y arrivaient, quoi. Il y a deux choses. Il y a déjà une évolution de la société avec une segmentation géographique qui fait que certains quartiers sont de plus en plus précarisés, tandis que d'autres sont de plus en plus gentrifiés, avec en plus des logiques de parents cadres supérieurs qui vont choisir les bonnes orientations pour leurs enfants, pour qu'ils soient dans le bon établissement. La carte scolaire, la réforme du bac permet de plus en plus ça. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une concentration de difficultés dans certains établissements, mais pire que ça, il y a plein d'études qui le montrent, tous les dispositifs qui visent à réduire les inégalités, par exemple au niveau de la lecture, bénéficient surtout à ceux qui sont déjà privilégiés. C'est-à-dire alors, justement sur cette question, parce que je voulais qu'on entende Madi Saïdi. Madi Saïdi, il y a l'option, c'est-à-dire que il y a des inégalités. Est-ce qu'on met tout le monde ensemble au risque de freiner les meilleurs, ou est-ce qu'on adapte? Il y a ça aussi. Oui, c'est compliqué. L'égalitarisme. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je suis très contente d'entendre ce témoignage. D'abord parce que je sens de la passion, et puis je trouve qu'il y a une vraie crise de la vocation des profs aujourd'hui. Je trouve que c'est bien qu'on ait encore des profs qui y croient et qui ont envie de donner. Pour moi, être prof, c'est vraiment un sacerdoce. C'est vraiment, on y va. Et il y a ce vrai problème. Moi, je fais partie de cette génération pour qui l'école, c'était un sanctuaire. L'école donnait la capacité. Tout le monde pouvait réussir, qu'on soit le fils de concierge, fils de femme de ménage, fils de parents analphabètes. Et aujourd'hui, malheureusement, l'école, la République n'est plus capable de répondre à cette promesse sociale. Et le problème, effectivement, c'est qu'au lieu de tirer, moi je trouve, les élèves vers le haut, moi j'ai été à l'école en banlieue, et honnêtement, après je me suis retrouvée dans le privé, mais je n'ai eu aucune difficulté avec d'autres gamins ailleurs. Mais aujourd'hui, je trouve que dans les banlieues, malheureusement, et ailleurs, beaucoup d'enfants sont sacrifiés, parce que de tirer les jeunes vers le haut, en leur disant que c'est possible, quel que soit ton milieu social, en fait, on les tire vers le bas. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Merci beaucoup. On va être obligé de se quitter, hélas. On aurait pu continuer cet échange longtemps. Marianne Durano, on vous remercie. Vous êtes professeure de philosophie au lycée Carnot de Roanne. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Merci Eric Haddad. Merci à vous. On rappelle que vous êtes PDG du groupe Connect Travail Temporaire. Et vous, Madi Saïdi, vous êtes spécialiste, consultante en communication et puis auteur. On vous remercie aussi. Merci Frédéric Brindel. Sacré duo, nos vraies voix ce soir. On était bon aujourd'hui. Merci Judith, à demain. À demain les amis, 17h. Et on retrouve Laurie Leclerc du côté des commerces tout de suite. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie.